Au Proche-Orient, la pression ne redescend pas. Il y a quelques jours, Benjamin Netanyahou avait averti que le pays pourrait subir les mêmes destructions et souffrances qu'à Gaza, ce qui a valu les réprobations de la part des États-Unis. Alors, que se passe-t-il en ce moment sur le terrain? On va y revenir, on va analyser tout ça. Et pour ça, je suis avec Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous revenez justement du Liban. Vous y étiez jusqu'à la fin de la semaine dernière. Vous allez nous parler de ce qui se passait là-bas. J'invite bien sûr nos internautes à nous poser leurs questions. On y répond comme d'habitude. Georges, est-ce que déjà, globalement, on va de plus en plus loin dans cet engrenage au Proche-Orient en ce moment? Oui, avec, vous l'avez vu la semaine dernière, donc l'attaque iranienne contre Israël, l'attaque au missile, et qui entraînera très certainement une riposte israélienne sur laquelle il y a un certain nombre d'interrogations, y compris avec les alliés américains d'Israël. Et puis au Liban, il y a toujours à la fois, je dirais, des raids et des bombardements israélien très puissant, très fort, en particulier sur la banlieue sud de Beyrouth, qui est un fief du Hezbollah, des bombardements très puissants, des raids ciblés, des frappes ciblées qui tuent des hauts cadres du Hezbollah. Et puis, en troisième lieu, vous avez, depuis une semaine, une incursion terrestre israélienne au sud Liban, sur laquelle on peut s'interroger aussi, parce que le problème, c'est qu'on est dans une situation où, à la fois, il y a une interrogation sur, je dirais, les buts de guerre israéliens, et aussi sur la capacité de résilience du Hezbollah. Les buts de guerre israéliens, dans un premier temps, c'était de dire on va repousser le Hezbollah de la frontière proche avec Israël, d'où cette incursion. Alors je vais montrer la carte, comme ça nos internautes vont bien voir. Vous voyez, là. Voilà, donc cette frontière, elle est là, voilà, donc, elle est au niveau d'ici. En fait, là, la zone, la frontière, elle est ici. Ouais, voilà. Et vous avez au jour d'aujourd'hui donc des militaires israéliens qui sont le long de cette frontière, des bombardements qui visent essentiellement les tunnels construits par le Hezbollah pour à la fois pénétrer en Israël et pour se cacher, et des rampes de lancement de missiles. Mais l'armée israélienne est opposée à une assez forte résistance de la part du Hezbollah. C'est un petit peu une aubaine pour la milice chiite d'avoir au sol des soldats israéliens après avoir été très sévèrement secoués par des attaques aériennes, par des assassinats ciblés, etc. Alors qu'au sol, effectivement, on retrouve un schéma plus classique d'affrontement qu'on avait connu jusqu'en 2000 entre le Hezbollah et l'armée israélienne qui occupait cette zone au sud. Mais on ne sait pas, donc il y avait ce premier objectif israélien qui était de sécuriser cette frontière. Alors par l'établissement d'une zone tampon, on n'en sait rien. Israël aussi veut que les combattants du Hezbollah qui sont sur cette zone assurée remontent au-delà du fleuve Litani qu'on aperçoit sur la carte, Ici, oui. voilà, qui est ici. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Et vous avez entendu l'autre jour, donc nouveau point d'interrogation, Benjamin Netanyahou, dans un discours assez provocateur, a appelé presque les Libanais à la guerre civile, puisqu'il a dit « débarrassez-vous du Hezbollah ». C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire, donc évidemment, c'est pas possible, et c'est surtout un appel, je dirais, donc à fomenter un conflit qui aujourd'hui n'existe pas, mais l'unité libanaise est très fragile, donc il y a quelques ferments, et donc Netanyahou, fidèle un petit peu à son habitude, souffle sur les braises. Et puis l'autre interrogation, c'est justement de savoir, le Hezbollah a reçu des coups très sévères, assassinat de son chef, assassinat même de son remplaçant, probablement Hachem Safieddine, liquidation d'une partie de sa structure militaire, mais on voit que 15 jours après, une semaine après l'incursion militaire israélienne, il résiste, et donc militairement il ne s'est pas effondré, c'est sûr. Il arrive encore à lancer environ 100 ou 150 roquettes chaque jour, donc il y a un point d'interrogation aussi sur sa capacité de résilience, et là et Israël pourrait clairement s'embourber aussi. Israël pourrait s'embourber, c'est le risque toujours d'une occupation et d'une pénétration, d'une incursion. Voilà, est-ce que Netanyahou l'autre jour a fait un
un discours aussi où il a parlé d'établir une nouvelle réalité au Moyen-Orient, donc nouvelle réalité au Liban, mais nouvelle réalité. Il accentue les frappes en Syrie aussi contre les pro-iraniens, nouvelle réalité vis-à-vis de l'Iran, donc il y a beaucoup de points d'interrogation, mais il y a une situation au Liban, pour en finir avec le Liban peut-être, qui est dramatique d'un point de vue humanitaire, parce que vous avez plusieurs centaines de milliers de Libanais, notamment du sud, qui sont déplacés. Les bombardements de l'armée israélienne sont très puissants, bombardements au phosphore parfois, donc ça veut dire que les populations ne reviendront pas de sitôt au sud Liban. La diplomatie, notamment la diplomatie française, travaille pour l'établissement d'un cessez-le-feu. Il y a 15 jours, la veille de l'assassinat de Hassan Nasrallah, Américains, le Hezbollah, la France avaient réussi à s'entendre pour un cessez-le-feu temporaire de 21 jours. Benyamin Netanyahou avait promis qu'il dirait oui, et in fine, il n'a pas dit oui, et le lendemain, il a fait assassiner Hassan Nasrallah. Aujourd'hui, on a le sentiment que les Américains poussent Israël à affaiblir, à accentuer son attaque pour affaiblir vraiment le Hezbollah. La France essaie d'arriver à une cessation des hostilités. Je crois que au Liban, dans un contexte, encore une fois, libanais, qui est quand même marqué par une division assez profonde entre communautés, au jour d'aujourd'hui, même ceux qui n'aiment pas le Hezbollah, ils sont très nombreux, ne le critiquent pas parce que Israël, de nouveau, est rentré au Liban, donc ils ne peuvent pas apparaître comme des gens qui critiquent une organisation qui résiste. Mais il y a une espèce de comment dirais-je, presque de consensus inavoué, dire il faut affaiblir le Hezbollah suffisamment pour que l'armée libanaise, justement, prenne la place du Hezbollah dans cette zone assurée, et que l'État libanais recouvre une souveraineté qu'il a perdue parce que le Hezbollah, grâce à ses armes, grâce à toute puissance politique. Donc voilà, donc il faut un affaiblissement du Hezbollah, mais il ne faut pas non plus un écrasement qui n'aura pas lieu, parce que contrairement à ce qu'on a pu dire, le Hezbollah ne va pas disparaître, parce que c'est une organisation politique, sociale et militaire. Et puis surtout, moi, les messages que j'ai pu recueillir auprès de cadres du Hezbollah, c'est qu'on dirait, si jamais notre organisation, le Hezbollah, venait à perdre pied, on pourrait revenir à une espèce de guérilla et d'une organisation sans chef. C'est un retour aux années de 83-84, donc avec retour au terrorisme, enlèvement, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a 700 soldats français qui sont dans la finule, déployés le long. Là, on a appris aujourd'hui que l'armée israélienne avait délibérément tiré sur le quartier général à Nakoura, qui est à l'ouest là, de la zone du sud. Là. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'éléments d'incertitude, mais toujours aucune lueur au bout du tunnel. Pour l'instant, ce sont les armes qui parlent. Vous avez parlé de cette possibilité que l'armée libanaise remplace dans cette zone le Hezbollah. Est-ce que c'est complètement illusoire ou est-ce que ça paraît possible finalement ? Non, ça peut être possible dans la mesure où le Hezbollah s'affaiblit. Le Hezbollah s'affaiblit, il s'est quand même déjà bien affaibli, et donc, et probablement qu'il est conscient qu'il s'est affaibli. Hier, son numéro 2, Naïm Kassem, a dit qu'il était favorable à un cessez-le-feu. Et donc, tout le jeu intra-libanais, c'est de convaincre le Hezbollah de se retirer, de se mettre en retrait en tout cas. De se mettre en retrait, de laisser l'armée libanaise reprendre des positions qu'elle n'occupe plus depuis très longtemps au sud, et d'aller vers une application de la résolution 1701, qui est la solution à la fin de ce conflit. En tout cas, voilà. Après... Juste pour qu'on l'explique, cette résolution, elle prévoit qu'il y ait une zone démilitarisée. Non, elle a été adoptée à l'issue du dernier conflit en 2006 entre Israël et le Hezbollah. Elle prévoit le retrait du Hezbollah au nord du Litanie. Donc cette rivière qu'elle a. Le remplacement, le déploiement à sa place de l'armée libanaise, et elle prévoit aussi côté israélien le respect de la ligne bleue, l'arrêt des survols israéliens militaires de Beyrouth, etc., et la fin de l'occupation d'une petite poche qu'on appelle la poche de Sheba. Résolution 1701 qui n'a été appliquée ni par le Hezbollah qui continue donc d'occuper le sud, ni par Israël qui continue ses survols militaires. Donc c'est la solution, mais pour ça il faut arriver justement
c'est aussi un petit peu le jeu américain, c'est-à-dire il faut laisser Israël continuer d'affaiblir suffisamment le Hezbollah, mais pour l'instant, il n'a pas été suffisamment affaibli. En tout cas, il n'a pas été affaibli au point où ils sortent le drapeau blanc et dire je me retire, etc. Et on peut craindre que ça n'arrive pas dans les prochaines semaines. Oui, c'est ça. En fait, on sort de ce que vous dites, on s'oriente vers un statu quo. En tout cas, on va continuer sur un conflit relativement long, qui risque de durer. Ouais, voilà, ça de durer parce que côté israélien, on l'a pas dit, mais le but aussi ultime, c'est l'arrêt des tirs de roquettes du Hezbollah sur Israël pour permettre le retour des 70 000 Israéliens qui habitaient ici dans cette zone grise là. Et donc voilà, donc pour ça il faut un cessez-le-feu et que ensuite l'armée libanaise se déploie au sud et que le Hezbollah ou ce qu'il en restera, mais il en restera quelque chose parce qu'il va pas disparaître, accepte de. Dans un scénario idéal, ce serait que les armes du Hezbollah soient en quelque sorte désarmées et ou intégrées dans une armée libanaise, etc. Donc il y a tout un débat intra-libanais qui est assez intéressant quand même, parce que justement, c'était aussi l'origine de la crise de ce pays, une des origines. Le Hezbollah, ses armes, c'est pas la seule cause de l'effondrement de l'État libanais ces 10-15 dernières années, mais c'est une des causes. Et effectivement, là, il faudrait arriver à trouver un point d'équilibre entre un affaiblissement du Hezbollah qui permette à l'État libanais de recouvrer une souveraineté et d'assurer en particulier la sécurité avec Israël et donc qu'il y ait un calme qui s'instaure. Vous étiez justement à Beyrouth, la semaine dernière. Est-ce que c'est le chemin que ça pourrait prendre quand on voit ce qui se passe là-bas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je vous dis, c'est une situation humanitaire très difficile. C'est une situation militaire difficile. Il y a des bombardements chaque nuit. Là, ce sont des images en direct, ce qu'on se Liban. Donc, il y a des bombardements massifs sur la banlieue sud, très massifs. Hein. La résidence de l'ambassadeur de France, qui n'est pas très loin, les murs tremblent chaque nuit. Le président de la République a appelé l'autre jour Hervé Magro, l'ambassadeur, pour lui témoigner de la solidarité à l'égard de toutes ces équipes. Donc, il y a une situation qui est bloquée parce que Israël veut pousser son avantage, encouragé par les États-Unis. Et en face, simplement, pour l'instant, le Hezbollah, n'est pas en débandade, et donc les violences se poursuivent. Alors on en a parlé rapidement, mais il y a l'Iran aussi qui a fait pleuvoir les missiles sur Israël. La question, c'est aussi comment eux vont réagir sur le long terme. Alors la question, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est quand interviendra la riposte israélienne. Ça fait une semaine que 200 missiles hypersoniques iraniens ont frappé Israël. Il n'y a pas eu encore de riposte. Vraisemblablement, il y a eu des différends entre Américains et Israéliens sur la liste des cibles. Joe Biden ne veut pas que Benjamin Netanyahou et Israël frappent les installations nucléaires, est relativement hostile aussi à ce qu'Israël frappe des installations pétrolières. Donc il s'agit de trouver une liste de cibles qui soit acceptable par les Américains, dans la mesure où cette fois-ci, on aura probablement une riposte israélienne, mais avec un aval américain. Mais pour ça, il faut justement qu'il y ait une caution américaine. Enfin, il faut l'espérer que Benjamin Netanyahou n'aille pas outre justement une liste de cibles qui aurait pu être établie. Il a refusé que son ministre de la Défense aille aux États-Unis ces derniers jours. Il y a eu un coup de téléphone hier entre Joe Biden et lui-même. Et de la riposte israélienne, de la puissance, dépendra aussi l'avenir de cette région. Hein. Le ministre de la Défense israélien a prononcé une phrase assez courte, mais qui était importante. Il a dit: la riposte sera puissante, elle sera mortelle et elle sera précise. Alors, si on fait un petit peu, non pas de la politique fiction, mais on pourrait imaginer que elle sera surprenante, pardon. Il a dit puissante, surprenante et mortelle. Surprenante, ça pourrait être par exemple une vaste attaque de cyber. Voilà. Mortelle, ça pourrait être un assassinat ciblé contre une personnalité importante du régime.
Et puis, puissante, ça serait aussi contre des installations des gardiens de la Révolution, etc. Mais on a le sentiment que les Américains, quand même, veulent brider un petit peu la riposte israélienne, parce que, justement, l'Iran, quand même, pourrait aussi, si jamais il y avait une riposte, en particulier sur ces installations nucléaires, en particulier sur le site de Fordo, qui est essentiel pour l'Iran, et là, on pourrait rentrer vraiment dans un engrenage très, très dangereux. Oui, avec un embrasement, comme on l'a dit. J'aimerais qu'on parle, on a parlé beaucoup du Liban, j'aimerais qu'on parle quand même un tout petit peu de Gaza aussi, Oui. puisque vous en avez tiré un article il y a pas longtemps. Le Hamas est sérieusement affaibli, mais son chef Yahya Sinwar refuse de capituler. Les choses continuent, ça continue de se dérouler à Gaza. Il y a des bombardements israéliens, il y a des morts palestiniens chaque jour. L'armée israélienne, les responsables israéliens annoncent que la branche militaire du Hamas a été démantelée, etc. On a l'impression, quand on regarde de plus près, que ça n'est pas tout à fait exact. Il y a quelques jours encore, l'armée israélienne a dû encercler le quartier de Jabalia, qui est au centre de la bande de Gaza, parce que justement le Hamas se reconstituait. Et d'après les chiffres israéliens, 17 ou 18 000 combattants du Hamas ont été tués, et sur 30 000, il en reste encore une grosse dizaine de milliers. Et probablement qu'au cours de ces derniers mois, compte tenu des violences et des bombardements israéliens très puissant et très dévastateur sur la bande de Gaza, le Hamas n'a pas de problème de recrutement aujourd'hui. Donc voilà, le Hamas est très sérieusement affaibli. Il n'est plus en mesure de rééditer son attaque terroriste de l'an dernier. Voilà, mais Israël a envie, comme il l'a dit, un petit peu d'alléger le dispositif. Ils l'ont fait à Gaza pour se déplacer sur le Liban. Sur le Liban. Mais surtout, ce qu'il faut signaler, c'est que le tragique de la situation à Gaza, c'est que ni Benyamin Netanyahou ni Yahya Sinwar ne veulent d'un cessez-le-feu, et tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de libération des otages israéliens détenus par le Hamas, et il n'y aura pas d'arrêt de cette situation catastrophique pour la population de Gaza qui depuis un an est sous les bombes, etc. Donc c'est ça qui est très dangereux, et encore une fois, si on revient sur ce conflit depuis un an, il faut se souvenir que la clé justement d'un apaisement de la situation, c'est un cessez-le-feu à Gaza. Mais Benyamin Netanyahou, qui aujourd'hui est dans une espèce d'euphorie parce qu'effectivement il a décapité le Hezbollah et le Hamas à Téhéran, eh bien n'a pas du tout envie de s'arrêter, de continuer avec ce plan un peu chimérique de créer une espèce de nouveau Moyen-Orient par la force. C'est une chimère, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on est dans cette épure-là. On a l'impression que, justement, la diplomatie prend de moins en moins de place et que la force en prend de plus en plus. Exactement. Benyamin Netanyahou, c'est le pouvoir de la force sur le droit. Au Liban, et potentiellement ailleurs aussi. Et donc, il faudrait qu'il y ait un retour du droit, avec quand même, je vous dis, sur l'aspect libanais, c'est intéressant parce que, intéressant entre guillemets, il y a de ce chaos, de ce drame, pourrait sortir une issue bénéfique pour le pays, à condition qu'on arrive justement, encore une fois, je veux dire, à affaiblir le Hezbollah, qui était devenu un acteur surpuissant, et c'est ce qui lui a coûté probablement aussi d'être infiltré, parce que corrompu, grande vie, etc., et qui retrouve une place qui doit être la sienne, c'est-à-dire la représentant d'une population chiite qui représente 25-30%, un tiers de la population, mais non pas disposant d'une véritable armée supérieure à l'armée nationale. Et donc, mais pour ça veut dire qu'il faut que le Hezbollah d'abord accepte, il faut que les Libanais entre eux s'entendent, et que l'État libanais puisse enfin retrouver la place qu'il n'a plus depuis 30 ans. Effectivement, merci beaucoup Georges Balbruno d'avoir été avec nous. Merci à vous, internautes du Figaro, de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver vos articles bien évidemment sur le site du Figaro. Vous pouvez continuer de suivre toute cette actualité sur le site du Figaro, et je remercie aussi le service infographie pour toutes ces cartes sur lesquelles on s'est appuyé lors de ce live. Je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.